Quand on pense à l'art des cavernes, on pense tout de suite à Lascaux, à Altamira. Oui, c'est presque un réflexe. C'est ça. On se dit que c'est le propre de l'homme moderne, de l'homo sapiens, quoi. Mais que se passerait-il si une autre espèce humaine, les Néandertaliens, avait aussi eu cette fibre artistique? C'est une question qui a longtemps, disons, hanté la préhistoire, et la réponse a souvent été assez brutale. Non, ils en étaient incapables. Exactement. On a longtemps eu cette image de brute, sans imagination. Mais bon, les découvertes s'accumulent et cette image est en train de voler en éclats. Concrètement. Aujourd'hui, on va se plonger dans une étude vraiment fascinante de Larissa Strafone et Claudio Teni. Elle s'intitule L'art au-delà de la cognition et elle renverse complètement la table. Ah oui, La question n'est plus de savoir si les Néandertaliens faisaient de l'art, ça c'est de plus en plus admis. La vraie question est, bien plus troublante, s'ils en étaient capables, pourquoi en ont-ils produit si peu? Et pourquoi leur art n'a jamais décollé comme celui de Sapiens? Voilà. Étaient-ils moins créatifs? Moins intelligents? On a longtemps pensé ça. Et c'est là que l'étude change tout. Elle nous dit, oubliez le cerveau, regardez la démographie, regardez la société. L'art, ou du moins une certaine forme d'art, ne serait pas né d'une étincelle de génie. Mais plutôt d'un besoin social. Exactement. Un problème de communication que les Néandertaliens, dans leur monde, n'avaient peut-être tout simplement pas besoin de résoudre de cette façon. C'est une idée très contre-intuitive. On voit l'art comme le sommet de l'expression individuelle, et là on nous parle d'outil social. C'est un changement de perspective majeur. Alors, pour bien comprendre cette différence, il faut peut-être commencer par regarder ce qu'ils produisaient, concrètement. Ce catalogue d'art néandertalien. Oui, parce qu'il est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine. L'étude le classe en 4 grandes familles. La plus simple et la plus ancienne, c'est l'utilisation de pigments, De la couleur. de l'ocre rouge, des minéraux noirs. Voilà. Et on a des preuves qui remontent à, tenez-vous bien, 250 000 ans, sur le site de Maastricht Belvédère. Attendez, 250 000 ans, c'est vertigineux. C'est bien avant l'apparition de notre propre espèce. Ça remet les choses en perspective, oui. Et ce n'était pas juste pour barbouiller des cailloux. Le plus spectaculaire, ce sont peut-être ces coquillages trouvés en Espagne. Ah oui, dans la Cueva de los Aviones. C'est ça. Il y a 115 000 ans, ils contenaient des mélanges de pigments, très complexes, avec des minéraux brillants ajoutés dedans. L'interprétation la plus probable, c'était des trousses à maquillage. Du maquillage, donc un usage cosmétique pour le corps. On est déjà dans le symbolique, dans la parure. Complètement. Ce qui nous amène à la deuxième catégorie, les gravures. Et là aussi, il y a des pièces assez bluffantes. On a, par exemple, cette fameuse gravure dans la grotte de Goram à Gibraltar. Plusieurs lignes profondes, croisées, qui sont gravées dans le sol même de la grotte. Le fameux hashtag. Le hashtag préhistorique, voilà. Ça a l'air simple, mais les analyses montrent qu'il a fallu des centaines de passages d'un outil pour le faire. Ce n'est pas un accident. C'est intentionnel. Et il y a aussi cet os de cerf géant en Allemagne, vieux de 51 000 ans. Einornühle, oui. Il est gravé de chevrons, de lignes parallèles très régulières. Là, ça ne peut pas être des traces de boucherie. C'est de la décoration. Absolument. Et cette volonté de se décorer, on la retrouve dans la 3e catégorie, les parures corporelles. C'est peut-être ce qui est le plus touchant, non? On a retrouvé des cerfs d'aigle à Krapina, en Croatie. Et ça date de 130 000 ans. Les marques d'usure, de polissage, tout suggère qu'elles étaient portées. En collier, en pendentif. On imagine la personne qui portait ça. C'est fort comme symbole, des cerfs d'aigle. C'est un message, c'est clair. Et on trouve aussi des dents d'animaux percées, de l'ivoire, comme à la grotte du Renne en France. C'est un comportement bien établi. Et on arrive à la dernière catégorie, La plus. débattue, La peinture. la plus explosive, oui. Parce que pendant un siècle, l'équation était simple. Peinture rupestre égale Homo sapiens. Point. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Il y a quelques années, des chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode de datation dans 3 grottes espagnoles, la Pasieja, Maltravieso et Ardales. Et au lieu de dater le pigment, ils ont daté ce qui était dessus. La fine couche de calcite qui se dépose au fil des millénaires, une sorte de vernis naturel qui scelle la peinture. Et les résultats? Une bombe. Une bombe, oui. Des mains en pochoir, des poings, des stalagmites peintes en rouge, datées de plus de 64 000 ans. C'est-à-dire au moins 20 000 ans avant l'arrivée de Sapiens dans la région. Donc, si les dates sont bonnes, et pour l'instant elles tiennent, les auteurs ne peuvent être que des Néandertaliens.
Ce sont eux les premiers artistes de cavernes d'Europe. D'accord. Donc, quand on met tout ça bout à bout, pigments, gravures, parures et peut-être même des peintures, le portrait change. On a une espèce qui avait clairement des capacités symboliques. Qualitativement, c'est indéniable. Et ça ressemble beaucoup aux premières productions de nos propres ancêtres. Ce qui rend le mystère encore plus profond. Si la capacité était là, pourquoi a-t-on cette impression que l'art de Sapiente est, comme Ioni, partout, et celui de Néandertal presque anecdotique? C'est là que l'étude devient vraiment chirurgicale. Elle délaisse la question de la qualité pour se concentrer sur la quantité. Et là, le contraste est massif. Ce n'est pas une petite différence. Pas du tout. C'est un ordre de grandeur différent. Prenez les perles en coquillage. C'est un type de parure qu'on retrouve chez les deux espèces. D'accord. Eh bien, 2 sites de Homo sapiens seulement. Un au Maroc, Bizmoun, et un en Afrique du Sud, Blombos. Totalisent à eux seuls plus d'une centaine de perles. Une centaine, juste sur 2 sites. Et pour les Néandertaliens? C'est plus que la totalité des parures néandertaliennes qu'on connaît, sur toute leur histoire et sur tout leur territoire. Ah oui, quand même. La différence est énorme. Et c'est pareil pour l'ocre. Les Néandertaliens en utilisent, oui, mais sur les sites sapiens, on en trouve systématiquement beaucoup, beaucoup plus. Des kilos parfois. Donc ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est aussi une question de trajectoire, si je comprends bien l'argument de l'étude? C'est le cœur du problème. Chez Homo sapiens, surtout après 100 000 ans en Afrique, et de manière spectaculaire après 50 000 ans, on observe un point de bascule. Une sorte d'effet boule de neige? C'est exactement ça. La production devient plus fréquente, elle se diversifie, des traditions, des styles locaux apparaissent. Et surtout, des nouvelles formes émergent, des choses qu'on ne voit jamais chez Néandertal. Précisément, on ne se contente plus de modifier un objet naturel, comme percer un coquillage. On voit apparaître des parures fabriquées de A à Z, des perles en ivoire, en œufs d'autruche. Et puis, évidemment, les figurines sculptées, les Vénus, et l'explosion de l'art figuratif, les animaux de Chauvet ou Lascaux. Tout ce décollage culturel, il n'a jamais lieu chez les Néandertaliens. Leurs formes d'art, elles restent les mêmes sur des centaines de milliers d'années. Elles apparaissent, elles disparaissent. De manière sporadique. Sporadiques, dans le temps et dans l'espace, sans jamais former de traditions durables qui s'appuient les unes sur les autres pour devenir plus complexes. L'étude qualifie ça de pratique ad hoc, occasionnelle. La boule de neige ne commence jamais vraiment à rouler. Ce sont des flocons isolés qui fondent au soleil. C'est une excellente analogie. Et c'est ça le vrai mystère. Même capacité de base, mais des destins culturels, radicalement différents. Ce qui nous amène à l'explication. Si ce n'est pas le cerveau, la cognition, alors c'est quoi? L'étude parle d'art comme d'une technologie sociale. Ça sonne un peu abstrait? En fait, c'est très simple. Pensez au maillot d'une équipe de foot. D'accord. Ce n'est pas juste un vêtement, c'est une technologie. Elle permet de savoir en une fraction de seconde qui est dans votre équipe, qui est l'adversaire. C'est un outil de communication visuelle. Je vois. L'art comme un uniforme, un signal d'appartenance. Voilà. Et l'étude propose un modèle à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des petits groupes, très soudés, une famille élargie, disons. Tout le monde se connaît. Pas besoin de badge pour savoir qui est qui. Exactement. Le besoin de marquer son identité avec des objets complexes est faible. Des pratiques simples, individuelles, éphémères suffisent. De la peinture sur le corps, une plume dans les cheveux, un pendentif unique. Et ça colle parfaitement à ce qu'on observe chez les Néandertaliens et les tout premiers sapiens. Des objets rares, personnels. Tout à fait. Mais tout change avec le deuxième niveau. Ça se déclenche quand la densité de population augmente, quand les interactions entre des groupes qui ne se connaissent pas deviennent fréquentes. Là, un nouveau problème se pose. Un gros problème. Comment signaler son appartenance? Qui est un allié, qui est un étranger, avec qui je peux échanger, trouver un partenaire? C'est là que les parures deviennent des marqueurs. Standardisées, elles ne signalent plus seulement moi, mais nous, le groupe. Et si on applique ce modèle, tout s'éclaire. Les données, que ce soit l'archéologie ou la génétique, suggèrent que les Néandertaliens vivaient en petits groupes, très mobiles avec une faible densité de population. Leur monde social était plus restreint, plus isolé. Voilà. Dans ce contexte, il n'y avait tout simplement pas la pression sociale ou le bénéfice à développer ce système de communication complexe. Les pratiques sont restées au stade individuel, ad hoc. La fonction de l'art n'a jamais eu besoin de dépasser ce premier stade. C'est l'hypothèse centrale. Il n'y avait pas de marché social pour un art plus élaboré, si vous voulez. Alors qu'à l'inverse, on pense que certaines populations de sapiens ont connu une croissance démographique qui les a poussés à former des réseaux d'échanges plus vastes.
Et c'est dans ce contexte que l'art aurait décollé. Il est devenu un outil essentiel pour gérer ses relations sociales plus complexes. Les perles de Blombos, par exemple, toutes faites du même coquillage, percées de la même manière. Ça ressemble à un marqueur de groupe, un uniforme. Exactement. Elles remplissent une fonction que l'art néandertalien n'a jamais eu besoin de remplir. Donc, si on suit cette logique, la rareté de l'art néandertalien n'est pas un échec. Ce n'est pas la preuve d'une infériorité. Pas du tout. C'est simplement le reflet d'un mode de vie différent, de sociétés plus petites qui n'avaient pas besoin de cet outil de la même manière. L'art ne serait pas une fatalité évolutive, mais une solution à un problème social. Un problème que les Néandertaliens, à cause de leur démographie, n'ont peut-être jamais vraiment rencontré à grande échelle. C'est une perspective qui nous force à abandonner l'idée que l'art est le marqueur ultime de l'humanité au singulier. L'étude le rappelle très bien, on a tendance, depuis la Renaissance, à juger tout le monde à l'aune de nos propres standards artistiques. Avec la peinture et la sculpture au sommet de la pyramide. C'est ça. Et c'est un vrai biais. En cherchant à tout prix à humaniser Néandertal, en prouvant qu'il était un artiste comme nous, en cherchant sa Joconde, Ouais, on risque de passer complètement à côté de ce qui faisait sa propre singularité, sa propre façon d'être au monde. On projette nos valeurs sur leur passé. on les force à entrer dans nos cases pour leur donner un brevet d'humanité. C'est assez ironique, finalement. Totalement. Et l'étude conclut en nous invitant à changer radicalement notre question. Au lieu de se demander pourquoi n'ont-ils pas produit un art qui ressemble au nôtre, On devrait plutôt chercher leur forme d'expression unique, là où on ne les atteint pas. exactement, et elle ouvre des portes pour ça. Par exemple, on sait qu'ils étaient d'excellents travailleurs du bois. C'est un matériau qui ne se conserve presque jamais. Donc leur principal support artistique a peut-être tout simplement disparu. Leur lascaux était peut-être sculpté sur du bois. Qui a pourri depuis longtemps, c'est une possibilité, ou alors leur esthétique se manifestait dans des domaines qui nous échappent. Comme à Bruniquel. Bruniquel, c'est un exemple incroyable. À 300 mètres de l'entrée d'une grotte, dans le noir total, il y a 176 000 ans, ils ont brisé des centaines de stalagmites pour construire des structures circulaires. Ce n'est pas un habitat. Non, c'est un aménagement monumental de l'espace. Est-ce de l'art, de l'architecture, du rituel, probablement un peu tout ça. Et ça ne ressemble à rien de ce que faisait Sapiens à l'époque. Ou même leur usage des pigments noirs, le manganèse, qui est bien plus fréquent chez eux que l'ocre rouge, alors que chez Sapiens, c'est l'inverse. C'est peut-être un choix esthétique qui nous dit quelque chose sur leur vision du monde. Et c'est ça, la pensée finale que nous laisse cette analyse. La vraie question, ce n'est pas « était-il assez humain pour faire de l'art ?» Mais plutôt, quelles étaient leurs manières, différentes des nôtres, d'être humains. Voilà. Peut-être que leur créativité ne s'exprimait pas dans des objets qui durent, mais dans des formes d'art éphémères, qui ne laissent aucune trace. La musique, les contes, la danse, des traditions orales autour du feu pendant des centaines de milliers d'années. C'est un monde symbolique qui nous sera à jamais inaccessible, mais dont l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.